Salut à tous, bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à vous raconter. Alors, commençons. Je m'appelle Yvan. Après de nombreuses années de mariage et de vie commune, j'ai trouvé du lubrifiant pour rendre dans le sac de ma femme. Elle ne s'attendait pas à ce que je fasse ensuite. Ce soir-là ne différait pas des autres, sauf que mon chargeur de téléphone a décidé de me lâcher au moment où j'en avais le plus besoin. Le connecteur faisait des siennes depuis des semaines, mais ce soir-là, il a définitivement rendu l'âme. J'en avais déjà commandé un autre sur Amazon, mais il n'arriverait que le lendemain, et il ne me restait que 12% de batterie. Depuis quelques mois, ma femme rentre de plus en plus tard. Elle explique toujours qu'elle est débordée par son travail. Je ne me suis jamais posé de questions car j'avais une confiance absolue en elle. C'est exactement le genre de personne que j'étais à l'époque. Un mari qui croyait sa femme quand elle disait travailler tard, qui ne s'inquiétait pas des changements progressifs dans son comportement, qui présumait du meilleur plutôt que d'envisager le pire. Je me souviens de la première fois où elle est rentrée anormalement tard. C'était environ 3 mois avant que tout cela n'arrive. Elle est arrivée vers 9h30, s'excusant 1000 fois et expliquant qu'une réunion de dernière minute avec un client avait débordé. Je lui ai réchauffé son dîner, lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et n'y ai plus pensé. C'était ma première erreur, même si je ne m'en rendais pas compte sur le moment. Les soirées tardives se sont ensuite multipliées. D'abord une fois par semaine, puis 2, puis on avait l'impression qu'elle restait tard au bureau plus souvent qu'elle ne rentrait à l'heure. À chaque fois, elle avait une explication plausible, des échéances de projet, des clients difficiles et des réunions d'équipe impossibles à reporter. Je n'ai jamais douté de la véracité de ces explications. Durant cette période, j'ai également remarqué d'autres changements subtils que j'ai négligés sur le moment. Elle est devenue plus protectrice envers son téléphone, l'emportant partout avec elle, même aux toilettes. Elle prenait une douche dès son retour à la maison, prétextant se sentir sale après de longues journées au bureau. Elle semblait distraite pendant nos conversations, consultant souvent son téléphone pendant que je lui parlais. Notre intimité physique a également diminué de façon significative durant ces mois. Quand j'en ai parlé, elle a mis ça sur le compte du stress au travail et m'a promis que ça irait mieux une fois ses projets en cours terminés. Je l'ai cru parce que je voulais la croire. L'autre possibilité était trop douloureuse à envisager. Ce soir-là, elle est rentrée assez tard, comme d'habitude. Elle a simplement dit bonjour, sans même me regarder, avant de se diriger droit vers notre chambre. J'étais assis sur le canapé quand j'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer et la douche se mettre en marche presque aussitôt. C'est devenu sa routine ces derniers temps. Elle rentre à la maison, échange le moins de mots possible et file directement sous la douche. Sur le moment, j'ai supposé que c'était simplement sa façon de décompresser après de longues journées de travail. L'eau coulait pendant 20 ou 30 minutes, ce qui paraissait excessif, mais pas suspect. Je comprends maintenant qu'elle effaçait les preuves d'activité que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon téléphone étant presque déchargé et ayant besoin de son chargeur, j'ai décidé de fouiller son sac. Nous avions toujours été à l'aise pour nous prêter nos affaires. Son chargeur de téléphone était du même modèle que le mien, et je me suis dit que je pouvais l'emprunter pour la soirée. Je me suis approché de son sac, je l'ai ouvert et j'ai commencé à fouiller dedans. Ses affaires de travail habituelles étaient là, puis ma main a touché quelque chose d'inattendu, un flacon de lubrifiant pour homme. Juste à côté, il y avait une pilule du lendemain. Je l'ai tenue un instant, essayant de comprendre pourquoi elle l'avait. Le flacon était à moitié vide, ce qui laissait supposer une utilisation récente et régulière. La plaquette de la pilule du lendemain n'avait pas été ouverte. Ce n'étaient pas des objets que quelqu'un avait par hasard sous la main. Je me tenais là, dans notre chambre, ces objets à la main, avec l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon esprit cherchait frénétiquement des explications, mais aucune ne semblait plausible dans le contexte d'un mariage fidèle. J'ai décidé de tout laisser dans le sac et j'ai reculé. Je suis retourné au salon et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Les implications de ce que j'avais découvert étaient stupéfiantes. Ma femme ne se contentait pas de travailler tard, elle voyait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait besoin de lubrifiant pour homme. Quelqu'un avec qui elle avait une relation suffisamment intime pour avoir besoin de la pilule du lendemain. La trahison m'a frappé comme un coup de poing en plein cœur. J'ai cherché des explications innocentes. Était-ce un vestige d'une mauvaise blague de bureau ou d'un séminaire d'éducation à la santé? Mais même en m'accrochant à ces explications, je savais que ce n'était que des fantasmes désespérés. Les preuves étaient flagrantes et je devais me rendre à l'évidence. Quand ma femme m'a rejoint plus tard, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. En l'écoutant, j'avais du mal à croire un mot de ce qu'elle disait. Elle a évoqué des réunions et des échéances, mais ses réponses semblaient récitées et vagues. Lorsque j'ai posé des questions complémentaires, elle a paru mal à l'aise et a rapidement changé de sujet.
Elle m'a parlé d'une présentation qu'elle préparait pour un client difficile, mais lorsque je lui ai demandé des précisions sur le secteur d'activité du client ou la nature du projet, ses réponses sont devenues de plus en plus génériques. Elle a mentionné être restée tard pour collaborer avec un collègue sur la stratégie, mais n'a pas pu donner de détails précis sur leur discussion ni sur leurs décisions. Je me suis surprise à scruter son visage pendant qu'elle parlait, cherchant le moindre signe de mensonge. Son regard semblait éviter le mien plus que d'habitude. Elle tripotait sans cesse son téléphone, le consultant même pendant notre conversation. Toutes les quelques minutes, il vibrait pour une notification, et elle y jetait un coup d'œil avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Nous avons passé la soirée ensemble, mais je n'écoutais rien de particulier. Mes pensées revenaient sans cesse à ce que j'avais découvert. Le flacon de lubrifiant m'obsédait. Avec qui l'utilisait-elle? Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce un collègue ou une rencontre fortuite? La pilule du lendemain était tout aussi troublante. Cela signifiait qu'elle avait des relations intimes avec quelqu'un d'autre sans protection, prenant des risques qui pouvaient nuire à notre santé à tous les deux. Cela signifiait qu'elle prenait la décision consciente de trahir nos vœux de mariage, tout en faisant comme si de rien n'était à la maison. Vers 23 heures, elle a dit qu'elle était fatiguée et est allée se coucher. Elle m'a embrassé sur le front avant de quitter le salon, un geste qui, à présent, me paraissait vide et faux. Je l'ai entendue se déplacer dans notre chambre, accomplissant sa routine du soir habituelle, et je me suis demandé comment elle pouvait paraître si normale alors qu'elle vivait dans un mensonge si profond. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je suis retourné à son sac. Il me fallait vérifier ce que j'avais vu. En examinant de plus près la pilule du lendemain, j'ai constaté qu'une pilule avait été prise dans son emballage la nuit précédente. Cela confirmait mes craintes. Ma femme me trompait. La boîte contenait initialement 2 comprimés, mais il en manquait un. L'espace vide dans la plaquette racontait une histoire que je ne voulais pas entendre. C'était une trahison récente et flagrante qui se déroulait sous mon nez. Assis dans l'obscurité de notre chambre, tenant entre mes mains la preuve de l'infidélité de ma femme, je sentais quelque chose de fondamental se briser en moi. Pas seulement mon cœur, même si celui-ci était bel et bien en miettes. C'était quelque chose de plus profond. Ma foi en la personne avec qui j'avais choisi de passer ma vie, ma conviction dans les fondements de notre relation, ma confiance en ma capacité à comprendre les personnes qui me sont les plus proches. La trahison allait bien au-delà de l'acte physique d'infidélité. Elle me mentait en face depuis des mois, peut-être même plus. Chaque soir, quand elle rentrait tard avec des histoires de travail, elle me regardait droit dans les yeux et me trompait délibérément. Chaque fois que je m'inquiétais qu'elle travaille trop ou que je lui proposais de lui apporter à manger au bureau, elle riait en silence de ma naïveté. Une idée m'est venue. Si elle utilisait ce lubrifiant avec un autre homme, il y avait un moyen d'en être certain. J'ai pris le flacon de lubrifiant, je l'ai vidé dans ma boîte à outils au garage et je l'ai rempli de superglue. Ensuite, je suis retourné le remettre dans son sac, exactement à l'endroit où je l'avais trouvé. L'opération de remplacement du contenu était presque irréelle. J'ai procédé avec méthode et minutie, veillant à ce que le flacon soit parfaitement identique une fois terminé. La supercolle avait une consistance légèrement différente de celle du lubrifiant d'origine, mais la différence était imperceptible sans un examen attentif. Pendant que je travaillais, une partie de moi criait que c'était mal, que je devais la confronter directement ou simplement demander le divorce en me basant sur ce que j'avais déjà découvert. Mais une autre partie de moi, celle qui se sentait trahie et humiliée, exigeait une preuve irréfutable de ses agissements. Je voulais qu'elle soit prise la main dans le sac, sans possibilité de déni ni d'explication. Puis j'ai attendu. Les jours suivants se sont déroulés normalement en apparence. Ma femme allait travailler, rentrait à des heures raisonnables et nous avons conservé nos habitudes. J'observais attentivement son comportement pour voir si elle avait compris ce que j'avais fait. Pendant cette attente, je me suis surpris à analyser chacune de nos interactions. Lorsqu'elle m'a embrassé pour me dire au revoir le matin, je me suis demandé si elle pensait à l'autre homme. Lorsqu'elle me racontait sa journée de travail, j'essayais de démêler le vrai du faux pour dissimuler ses mensonges. J'ai aussi commencé à observer ses habitudes téléphoniques. Elle recevait des SMS à des heures indues, souvent tard le soir ou tôt le matin. Dès qu'elle recevait ces messages, elle les consultait immédiatement, mais ne révélait jamais spontanément qui la contactait ni pourquoi. L'attente et l'observation étaient extrêmement éprouvantes. J'avais l'impression de mener une double vie, de faire semblant d'être un mari normal tout en enquêtant secrètement sur l'infidélité de ma femme. Chaque conversation semblait forcée et artificielle. Chaque repas partagé avait un goût amer de tromperie. J'ai commencé à avoir des difficultés à dormir, restant éveillé la nuit à me demander depuis combien de temps cela durait. M'avait-elle trompé lors de notre dernier anniversaire? Pendant nos vacances en début d'année?
Quand elle m'a déclaré son amour la semaine dernière, le vendredi soir suivant, ma femme est rentrée si tard que j'ai dû l'appeler. Sans plus se cacher, elle m'a annoncé qu'elle était hospitalisée. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Je viens d'y aller en voiture. L'appel fut bref et énigmatique. Sa voix semblait tendue et différente de d'habitude. Elle m'a donné le nom de l'hôpital et le numéro de sa chambre, sans expliquer la raison de sa présence. Le ton de sa voix laissait présager un problème plus grave. Elle semblait bouleversée et peut-être même souffrante. Le trajet me paraissait étrange. Une partie de moi s'inquiétait pour elle, mais une autre savait que c'était probablement lié à ce que j'avais fait. Je me suis garé près de l'hôpital et je me suis rendu aux urgences. Ce soir-là, l'hôpital était bondé, comme d'habitude, avec son lot de patients confrontés à diverses urgences médicales. J'ai donné le nom de ma femme à la réceptionniste et lui ai expliqué que j'étais son mari. Après avoir vérifié mon identité, elle m'a indiqué que ma femme se trouvait dans une chambre du service des urgences. En parcourant les couloirs de l'hôpital, j'éprouvais un mélange d'angoisse et d'une satisfaction amère. Si mes soupçons étaient fondés et que cela avait un lien avec la substitution de Supercol, j'aurais enfin la preuve irréfutable de son infidélité. Mais je réalisais aussi que j'avais peut-être causé un tort considérable à une autre personne, indépendamment de sa trahison. Après avoir parlé au personnel, on m'a indiqué sa chambre. Quand je l'ai vu allongé là, entouré de matériel médical et sous perfusion, j'ai compris que ce que je voyais et ce que je soupçonnais ne faisaient qu'un. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai traité de tricheuse. La voir sur ce lit d'hôpital était bouleversant. Elle paraissait pâle et mal à l'aise, entourée d'appareils médicaux qui laissaient supposer qu'elle était soignée pour une affection grave. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai immédiatement perçu une reconnaissance mêlée de culpabilité dans son expression. Elle savait exactement pourquoi j'étais là et ce qui l'avait mené à cette situation. Il n'y avait ni confusion ni surprise, juste le regard de quelqu'un qui s'était fait prendre et savait que c'était fini. Elle savait que je le savais. Je ne sais pas comment, mais elle avait compris que j'étais responsable de sa présence là-bas. Je n'ai pas attendu d'explication ni de justification. J'ai simplement quitté l'hôpital et je suis rentré chez moi. La confrontation avait duré moins de 2 minutes, mais je savais que c'était la fin de tout ce que nous avions construit ensemble. Le trajet du retour fut un tourbillon d'émotions, le soulagement que la vérité ait enfin éclaté, sans aucune culpabilité quant à la gravité potentielle de mes actes. Toute la situation me paraissait irréelle, comme si j'assistais à l'effondrement d'une vie plutôt qu'à la mienne. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que les conséquences de l'utilisation de Supercol au lieu de lubrifiant étaient bien plus graves que je ne l'avais imaginé. Mon geste pouvait entraîner de graves complications médicales, et son hospitalisation prouvait que cela avait causé un préjudice réel. Les conséquences médicales étaient importantes. La superglue adhère rapidement à l'humidité et peut provoquer des brûlures chimiques, des lésions tissulaires et nécessiter une intervention médicale d'urgence pour séparer les surfaces collées. Le personnel des urgences aurait dû agir vite pour minimiser les dégâts et éviter des séquelles permanentes. J'ai compris que mes actes, bien que révélant la vérité sur son infidélité, ne justifiaient pas de risquer de lui causer des séquelles permanentes. Je savais que notre mariage était terminé. Il n'y avait aucun espoir de se relever. Elle m'avait été infidèle, et j'avais réagi d'une manière totalement inattendue. En rentrant chez moi, je ne trouvais pas les mots pour décrire ce que je ressentais. La vie que nous avions construite ensemble touchait à sa fin, et le poids de cette réalité pesait sur tout. Les photos de nos moments heureux me semblaient désormais les vestiges d'une époque naïve, le rappel constant de mon erreur concernant la personne que j'avais épousée. Le divorce a été difficile, comme prévu. Nous n'avons communiqué que par l'intermédiaire de nos avocats après sa sortie de l'hôpital. La procédure judiciaire a débuté quelques semaines après l'incident à l'hôpital. Son avocat a immédiatement déposé une plainte pour agression. La procédure judiciaire a été compliquée par le caractère inhabituel des faits. Son avocat a soutenu que je lui avais délibérément causé des lésions corporelles. Mon avocat a répliqué en apportant des preuves de son adultère et en plaidant que mes actes n'étaient qu'une plaisanterie, mais j'ignorais tout de l'infidélité de ma femme. Comme nous travaillions tous deux et gagnions bien notre vie, nos biens ont été partagés équitablement. L'absence d'enfants a considérablement simplifié la procédure. Les batailles pour la garde des enfants rendent souvent les divorces beaucoup plus conflictuels et coûteux, mais nous avons été épargnés par cette complication supplémentaire. La maison a été vendue et le produit de la vente a été partagé équitablement. Nos comptes de retraite, nos placements et nos autres biens ont également été partagés en 2 parts égales, conformément aux procédures de divorce habituelles. Durant notre mariage, nous avions accumulé un patrimoine conséquent, comprenant des économies, des placements et la valeur de notre maison. L'ensemble de la procédure légale a duré plusieurs mois.
Pendant cette période, nous avons vécu séparément et n'avons eu aucun contact direct. Toute communication passait par nos avocats respectifs. La procédure était coûteuse, éprouvante et chronophage, mais c'était le seul moyen de dissoudre légalement une situation devenue intenable. C'est ainsi que je suis passé du statut de marié à celui de célibataire, du jour au lendemain. Un chargeur de téléphone défectueux a mené à une découverte qui a mis fin à des années de mariage en quelques semaines. La confiance, patiemment construite, a été anéantie en un instant, et il était impossible de la réparer. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Comment un événement aussi anodin et fortuit a-t-il pu avoir des conséquences aussi dramatiques? Si ce chargeur avait continué à fonctionner, je n'aurais peut-être jamais fouillé son sac ce soir-là. J'aurais pu rester dans l'ignorance de son infidélité pendant des mois, voire des années. Toute ma vie a basculé à cause d'un appareil électronique à $15 auquel j'ai renoncé lorsqu'il a rendu l'âme. Avec le recul, je me rends compte qu'il y aurait sans doute eu d'autres façons de gérer la situation. J'aurais pu la confronter directement à propos de ce que j'avais découvert. J'aurais pu rassembler davantage de preuves et simplement demander le divorce. J'aurais pu lui suggérer une thérapie de couple pour tenter de comprendre ce qui l'avait poussé à chercher l'intimité ailleurs. Au lieu de cela, j'ai opté pour une méthode qui a révélé la vérité, mais qui a aussi causé du tort. Cette expérience m'a appris de dures leçons sur la nature humaine et les relations. La trahison révèle le pire chez les gens, y compris chez moi. Elle m'a montré que l'on peut prendre des décisions terribles sous le coup de la douleur et de la colère. J'ai aussi appris que la vengeance, même lorsqu'elle paraît justifiée, peut engendrer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Je suis en train de reconstruire ma vie, d'apprendre à faire confiance à nouveau tout en étant plus prudente. Cette expérience a profondément modifié ma vision des relations. Je suis plus attentive aux signaux d'alarme, plus encline à poser des questions difficiles et moins tentée d'ignorer les dangers pour préserver la paix. Le processus de reconstruction a été difficile, mais aussi enrichissant. J'ai dû examiner ma propre personnalité et reconnaître ma capacité à faire preuve de mauvais jugement, ce qui m'a conduit à prendre une décision aussi dangereuse. J'ai également dû apprendre à faire confiance à mon intuition sans pour autant devenir si méfiant que je sois incapable de nouer des relations authentiques. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mon chargeur n'avait pas lâché ce soir-là. Aurais-je jamais découvert la vérité sur son infidélité? Serions-nous encore mariés, et moi, ignorant tout de la réalité? Aurait-elle fini par mettre fin à sa liaison et s'investir pleinement dans notre mariage? Ces questions resteront sans réponse, mais j'ai fini par croire que la vérité, aussi douloureuse fut-elle à découvrir, valait mieux que de vivre dans le mensonge. Même si la façon dont j'ai découvert cette vérité était condamnable, je suis finalement heureux d'avoir appris à connaître la vraie nature de la personne avec qui j'étais marié avant de gâcher encore des années de ma vie. Les dégâts causés par la tromperie dépassent le cadre de la relation immédiate. Ils affectent votre capacité à faire confiance aux autres à l'avenir, et c'est un point important à considérer, que vous soyez la victime ou l'auteur de la tromperie. La confiance est fragile et précieuse, et une fois brisée, elle est extrêmement difficile à rétablir. Mon mariage a pris fin, mais la vie continue. Je m'efforce de construire un avenir meilleur à partir de ce qui reste, forte d'une sagesse durement acquise sur les relations, la confiance et les conséquences de nos choix dans les moments les plus difficiles. Cette épreuve a été douloureuse et éprouvante, mais elle m'a aussi appris de précieuses leçons sur moi-même et sur la nature humaine, des leçons que j'emporterai avec moi dans l'avenir.